Bonsoir à toutes et à tous. On démarre doucement en accueillant encore des personnes qui arrivent et on entend les bips. Donc je vous souhaite une très belle soirée. J'expliquais le but de ce webinaire. C'est un best-of de tous les webinaires de l'année 2025. Euh, Tous les mois, l'association organise des webinaires sur différentes thématiques. Et ce soir, vous aurez des extraits, des informations les plus importantes de chaque webinaire que nous avons eu tout au long de cette année 2025. Une sorte de rétrospective de tout ce que l'on aura pu voir et surtout de tous les partenaires qui nous auront aidés. Et ce soir, j'ai une partenaire qui va m'aider au niveau de la voix. Euh, qui est avec nous, c'est Magali Vidoni. Donc, comme ma voix déraille un petit peu, je lui laisserai la parole sur ces extraits de son propre webinaire. Avec Donc, plaisir. merci Magali. Donc, comme je le disais, tout au long de l'année 2025, nous avons eu différents experts, différents métiers qui sont venus nous rejoindre pour ces webinaires. Et ce soir, je vais vous présenter un extrait de ces différents experts qui sont venus nous voir. Donc, vous aurez une vision comptable fiscal par le biais du cabinet d'expertise comptable Després. Ensuite, au mois de mars, il me semble, nous avions le groupe Olifant sur la rentabilité des biens en immobilier. Plus tard, nous avons eu la version légale des baux commerciaux et des résidences de services. On a eu aussi un webinaire sur les estimations des biens immobiliers en résidence de service. Et nous avons eu à la rentrée Maître Caroline Plachevalier, notaire à Aix-en-Provence. Et le dernier webinaire de cette série était le mois dernier avec Magali Vidoni, qui est notre partenaire bancaire externalisé. Donc on va aller dans chaque domaine et on va regarder, je vais vous donner les moments les plus importants de chaque webinaire que nous avons pu effectuer cette année. On démarre par la vision comptable. Donc, mois de février, on démarrait notre premier webinaire avec Paul Després, expert comptable commissaire aux comptes, qui nous parlait du bail commercial d'un point de vue fiscal et comptable. Il y a des choses qui sont souvent ignorées sur le bail commercial, sur les résidences de tourisme, résidences services, résidences médicalisées, résidences de retraite, etc. Le sujet le plus délicat, c'est le sujet de la TVA, car on a découvert en début d'année que beaucoup de personnes ne savaient pas si elles étaient assujetties au remboursement de la TVA sur les loyers. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'amalgame avec le remboursement de la TVA lors du premier achat en VFA et l'engagement sur les 20 ans de cette TVA. Lors d'une revente, beaucoup de personnes se posaient la question, est-ce que je dois rembourser la TVA? Par exemple, j'ai un engagement de 20 ans, est-ce qu'au bout de 9 ans, je dois rembourser cette TVA? À partir du moment où on avait une vente sous bail commercial et une vente avec la reprise de la TVA, nous n'étions pas obligés de reverser à l'État cette TVA. L'engagement de X vingtième d'année se fait par le biais de l'acquisition. Donc, Paul nous avait expliqué ça. Il nous avait aussi expliqué qu'on avait un marché immobilier qui était principalement basé sur la rentabilité. Il a souvent expliqué que il ne fallait pas faire l'amalgame avec de l'immobilier classique. Là, on est plus proche d'un bien de rentabilité, donc un bien presque dit financier. Et toutes les parties qui constituent cet investissement vont dans le sens plutôt d'un produit financier. Les problèmes qu'il avait évoqués, c'était des problèmes de rentabilité avec souvent, très souvent malheureusement, on le voit tous les jours, on accompagne tous les jours des risques, ce sont même plus des risques on avère cela assez souvent, des ventes avec des moins-values plus ou moins conséquentes et quelquefois même des ventes qui ne couvrent pas le capital restant dû et nous avons travaillé ce point-là plus précisément avec Magali qui vous expliquera un petit peu plus tard ce dont je voulais vous parler. Donc, la dispense de régularisation de TVA quand on vend,
Cette partie-là vous exonère de la partie de remboursement de cette TVA, c'est ce que je viens de dire. Il faut absolument, dans le cadre d'une vente, s'assurer que le notaire va reprendre le bail commercial, mais aussi le transfert d'universalité. On a eu dans certains cas des agences immobilières qui n'étaient pas tout à fait au courant de ce type d'investissement et qui ne transmettaient pas cette universalité de TVA. Et les vendeurs avaient la mauvaise surprise un petit peu plus tard de se voir demander le X vingtième de la TVA qu'ils avaient reçu lors de l'achat. On avait aussi parlé, on était en début d'année 2025, on avait parlé de la loi de finances 2025. On peut faire un petit retour sur la loi de finances 2025 et ça nous permettra aussi de parler de la loi de finances 2026 et d'en dire quelques mots. Donc la partie la plus importante qui ressortait de ce webinaire, c'était ce vote par l'Assemblée nationale de la réintégration des amortissements pour la plus-value de cession des LMNP. Je m'explique et j'explique ce que cela veut dire. Quand vous avez détenu un LMNP pendant plusieurs années et que vous étiez sous le régime fiscal de l'amortissement, tous les ans, vous avez créé une dépréciation, une charge fiscale et une charge comptable, et vous avez dit à l'administration fiscale que votre bien se dépréciait chaque année. Je donne un exemple, vous avez acheté 100 000 euros, la première année, vous amortissez 10 000 euros, comptablement parlant, votre appartement ne vaut plus que 90 000 euros. Et je répète, comptablement parlant. Donc, avant cette loi de finances 2025, lorsque vous vendiez votre appartement, on prenait votre montant du bien acheté, c'est-à-dire 100 000 euros. Ce qui a été transformé par cette intégration de la plus-value, c'est que vous, si je vais reprendre mon exemple, vous avez acheté 100 000 euros, vous avez détenu ce bien 4 ans, pendant 4 ans, vous avez tous les ans amorti 10 000 euros, donc 10 000 euros multipliés par 4 années égale 40 000 euros. Votre bien, comptablement, ne vaut plus que 60 000. Si vous le vendez 50 000, vous n'avez pas de plus-value de toute façon à 100 000. Si vous le vendiez avant cette loi à 70, vous n'aviez pas de plus-value parce que vous l'aviez acheté 100 000 euros. Ce qui a été réintégré là, et il faut le comprendre un petit peu l'impact, c'est que quand vous avez, dans mon exemple, acheté 100 000, vous avez amorti 40 000, la valeur comptable étant de 60. Si vous revendez à, par exemple, 70, vous considériez avant que vous ne faites pas de plus-value, sauf que dans cette loi de finances, les 40 000 euros ont été réintégrés. Donc, vous avez une plus-value qui est calculée à partir de là. Ça veut dire que l'impact de votre amortissement est minimisé vis-à-vis de cela. Ça a été un grand changement. Alors, pour la loi de finances 2026, nous n'avons pas de loi de finances votée. Donc, nous arrivons en fin d'année sans loi de finances. Nous allons démarrer une année par un vote du budget par ordonnance. Et je pense qu'en mars, en janvier ou en février, nous pouvons espérer avoir une loi de finances 2026. Cette loi de finances fait des allers-retours avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et cette année, ce qui est dans le collimateur, c'est un petit peu l'amortissement, mais à l'heure qu'il est, on ne peut pas statuer sur une loi de finances. Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, on a un gouvernement qui, depuis plusieurs années, a le LMNP dans sa globalité dans le viseur. Pourquoi il a le LMNP dans la globalité? Parce que dans le LMNP, on a trois types d'investissements. On a de l'investissement d'habitation en meublé, on a de la résidence de service qui concerne la majeure partie d'entre vous, mais on a aussi le Airbnb. Et c'est sur cette troisième partie que le gouvernement veut imposer plus pour qu'il devienne un petit peu moins intéressant. Et malheureusement, en touchant un statut fiscal qui est le LMNP, ils font un petit peu des morts collatéraux avec la résidence de service et avec aussi l'habitation classique en meublé. Donc on ne sait pas trop à l'heure qu'il est qu'est-ce qu'il va ressortir, mais en tout cas, d'année en année, on a un impact assez négatif sur le LMNP
qui rend de moins en moins attractif le produit d'un point de vue fiscal. Paul nous avait donné les points forts, les points positifs et les points négatifs sous la vision comptable. Donc, sous la vision comptable, dans les points positifs, vous avez acheté ce bien, vous n'avez pas de vacances locatives. Votre gestionnaire va s'occuper de gérer pour vous cet appartement et va vous verser un loyer qui n'aura pas de carence locative puisque c'est un bail commercial et vous ne vous occuperez pas des locataires, c'est-à-dire les étudiants, les personnes qui viennent dans la résidence. Vous n'aurez pas de gestion à faire, c'est-à-dire vous n'aurez pas d'entrée des lieux et des baux locatifs. Vous aurez un loyer garanti sur 9 ans. Quand on regarde ce loyer garanti sur 9 ans sur un emprunt de 20 ans sur ce type de bien, vous avez déjà sécurisé. Alors, je vais mettre des guillemets à sécuriser parce qu'on a vu ces dernières années que la sécurité devenait toute relative à certains moments. Je pense notamment au Covid, où beaucoup d'exploitants ont remis en cause le paiement de ce loyer. Donc, vous avez normalement, si tout se passe bien, 50% du temps de votre investissement qui est couvert, garanti par ce bail commercial dont on vient de parler. Les points négatifs qui avaient été soulevés par Paul sont une indisponibilité du bien. Vous ne pouvez pas disposer du bien que vous avez acheté, contrairement à un bien en immobilier classique. Sauf dans certains cas, on a du tourisme avec prévu au bail commercial des moments d'occupation. On pense notamment à des résidences de tourisme au ski ou à la mer, où vous pouvez bénéficier d'une, deux, 3 semaines d'occupation. Alors attention, quand vous bénéficiez d'occupation, vous perdez un petit peu en loyer, c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit non plus. Donc ça, c'est la première partie. Le bail commercial est assez coûteux à rompre. On le verra plus tard dans l'aspect légal qui avait été donné par Maître Imbert. Il est assez coûteux à rompre. On parle d'indemnité d'éviction, mais on ira plus dans le détail avec les autres présentations. Et vous avez malheureusement pas de plus-value. Il avait noté une plus-value inexistante. C'est souvent de la moins-value. On a souvent, moins 40% de moins-value à la sortie. Et je l'explique souvent aux copropriétaires qui sont assez déçus parce que sur de l'immobilier classique, on ne rencontre pas ce phénomène. Vous achetez un appartement à Lyon, vous avez de grandes chances que 10 ans après, il ait pris de la plus-value. Là, vous n'avez pas de plus-value et en général, les 20% de TVA qu'on vous a remboursé et grosso modo 20% de fiscalité que vous avez pu économiser si vous étiez en Censi-Bouvard, vous les retrouvez malheureusement en négatif sur le prix de sortie. Le dernier point qui avait été relevé, c'était l'opacité importante de l'exploitant. Là aussi, on le reverra dans la partie légale. Souvent, les exploitants ont tendance à avoir des pratiques où vous n'avez pas beaucoup d'explications, notamment sur des travaux, sur des changements d'équipement et autres. Donc ça, c'était la partie fiscale et comptable faite par Paul Després. Le deuxième webinaire de cette année 2025 était organisé par le cabinet Olifant. Nous avions des ingénieurs patrimoniaux avec nous et une des slides que je vous ai extraite de la présentation, c'est celle-ci parce que je la trouve assez parlante et assez représentative, qui explique très très bien le contenu d'un bien immobilier. Vous partez sur le rendement, cet étage du rendement brut, le rendement brut de votre bien, c'est-à-dire quels sont les loyers que vous touchez par rapport à la valeur de votre appartement. On démarre sur un rendement brut et puis ensuite vous descendez sous la forme d'un entonnoir et vous allez arriver à différentes strates. La première des strates, c'est l'intégration de vos charges. Alors dans les charges, on peut mettre les charges de copropriété que vous payez à votre syndic. On peut mettre aussi la fiscalité, qui est l'avant-dernière strate, et avec la taxe foncière, par exemple, vos impôts sur le revenu. Donc, vous avez un rendement brut à la base, et puis, malheureusement, vous ne touchez pas 100% de ce que vous encaissez. Vous allez devoir sortir des charges, vous allez devoir sortir de la fiscalité, et à la fin, ce dont on parle, c'est l'enrichissement net, c'est-à-dire ce qu'il vous reste réellement à la fin du mois, quand vous avez payé
quand vous avez reçu vos loyers et que vous avez payé toutes vos charges. Donc j'avais trouvé cette slide assez intéressante pour bien imaginer tout ce que vous pouviez avoir dans la vie de cet investissement. Et ensuite, on avait eu un exemple qui avait été illustré par Marielle, qui était notre ingénieure patrimoniale. Donc, elle avait pris un exemple d'un bien acquis, maintenant il y avait presque 10 ans, sur une résidence de service. L'achat était à 100 000 euros hors taxe, donc ça faisait un TTC de 122 000 euros. Dans la période des 10 ans, vous aviez à peu près 10 000 euros de travaux. Je le rappelle souvent, au bout de 9 ans, quand on se retrouve en renouvellement de bail, on a des exploitants qui nous disent il faut aller rénover les appartements, il faut aller rénover les parties privatives, donc on met en moyenne 10 000 euros. Et aujourd'hui, la valorisation de ce bien étant de 77 000 euros, le loyer perçu par an proche des 4 000 euros. Sur un couple avec une TMI à 30%, vous aviez une représentation assez marquante de ce que vous pourriez malheureusement faire avec ce type de produit, c'est-à-dire que sur le rendement brut affiché qui est promis par les promoteurs, qui était toujours promis par les promoteurs, on est toujours à 5, 4,5%. Quand on enlève les charges avant fiscalité, on tombe à 4,5%. Et après, un rendement net de fiscalité à 2,94, qui fait un produit assez faible en termes de rentabilité. Et si on cumulait toutes les pertes sur 11 ans, on avait un bilan assez négatif sur ce type d'investissement. Chiffres qui sont souvent mal connus, mal expliqués lors de l'achat de ce type de bien. Nous avions aussi, je vous ai extrait, là on est plus dans la transmission, on avait aussi un sujet sur la transmission. Je vous ai extrait un tableau qui est assez intéressant, qui donne la valorisation de la donation et de la succession sur la nue propriété, âge par âge. Si vous voulez donner à vos enfants en termes de succession la nue propriété d'un bien, si vous le faites dans les 20 ans à 30 ans, vous donnez 90% de la valeur. Et si vous regardez quand on approche des 60 ans, on n'est plus qu'à 50%. Donc plus vous avancez dans l'âge, plus la valeur de l'usufruit est faible et donc la donation est de plus en plus coûteuse. C'est juste une petite slide et on retrouvera aussi ce type d'informations avec la présentation de Caroline Plat-Chevalier. C'est juste pour vous dire, attention, pensez bien à la transmission et pensez bien à la valeur de l'usufruit si vous souhaitez donner de la nue propriété à un de vos enfants. En conclusion, on avait aussi une slide que j'avais trouvée très intéressante et d'ailleurs qui avait fait l'objet un petit peu plus tard, vous le verrez en extrait, d'un découpage de l'âge et du patrimoine. Donc vous avez moins de 35 ans, vous êtes dans une phase dite de constitution, vous avez un âge entre 35 et 55 ans, vous êtes dans l'enrichissement. À partir de 55 ans, vous êtes dans la consolidation. Et à partir de 67 ans, même avant, vous pouvez penser à la transmission. Alors, c'était des blocs un petit peu arbitraires. Vous verrez un petit peu plus tard chaque zone, chaque âge et tous les conseils qui ont pu être donnés pour chaque tranche d'âge. En tout cas, aujourd'hui, c'était l'objectif de cette présentation était de vous donner quelques clés par rapport aux différentes catégories d'âge. Donc, la première constitution, la première partie, c'est la constitution quand vous êtes jeune. Donc, il convient d'analyser la situation familiale. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants, etc. Est-ce que vous avez aussi mis en place de l'épargne de précaution? C'est la première des épargnes que l'on recommande, c'est-à-dire aller mettre un peu d'argent de côté si une voiture lâche, une machine à laver, un réfrigérateur. Vous avez aussi le sujet de l'acquisition de la résidence principale. Vous avez une protection contre les aléas de la vie, le décès, l'invalidité. Et parfois, vous mettez une petite touche d'optimisation fiscale. Si vous préférez mélanger l'imposition et l'investissement, vous avez aussi cette option. Et puis, vous vous préparez dans cette partie-là à tous les projets de vie, tels que les études des enfants, parce que là, vous êtes assez jeune, vous avez eu des enfants, mais pour l'instant, ils ne vous coûtent pas d'argent en termes d'études. Donc ça, on est dans la première partie de la constitution du patrimoine.
pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire, donc quand on parlait d'épargne de précaution, vous pouvez aller remplir des livrets sécuritaires comme le livret A, les LDDS, les fonds en euros pour les imprévus. Pour votre immobilier, on a parlé de la résidence principale, devenir propriétaire de votre résidence principale pour que plus tard, quand vous arrivez à la retraite, vous n'ayez plus de charges locatives quand vos revenus vont diminuer à la retraite. Vous pouviez aussi, dans cette première partie, commencer à regarder tout ce qui était assurance vie, PER, PEE, euh, au tout début de la carrière. Vous avez la prévention, les mutuelles, la protection, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et vous avez, si vous avez un appétit un petit peu plus à risque, vous avez ce qu'on appelle les placements dynamiques, qui sont un petit peu plus performants, mais un petit peu plus risqués. La partie 2, c'est quand on est entre 35 ans et 55 ans. Là, vous avez des profils de revenus stables, vous avez déjà votre famille, normalement, vous avez votre résidence principale. Vous avez, à ce moment-là, normalement acquis une maturité au niveau de l'emploi. Donc, vous avez normalement une forte capacité d'épargne. Et malheureusement aussi, la contrepartie, elle est évidente, vous avez souvent une fiscalité assez lourde. Donc là, on va suivre les placements, on va essayer de les diversifier, on va faire de l'anticipation de la succession. Plus tôt vous allez regarder le dossier de la succession, mieux ce sera. Et dans certains cas, vous envisagerez de l'optimisation fiscale, de la préparation à la retraite et surtout une organisation de votre patrimoine avec un conseil qui est toujours le même, diversité et arbitrage assez fréquent entre minimum une fois par an. Pour cela, vous aviez des produits d'immobilier, des produits de retraite, de l'optimisation fiscale, des placements diversifiés et de la stratégie patrimoniale. Ensuite, la troisième partie, vous avez passé 60 ans. L'objectif qui s'offre à vous maintenant, c'est la transmission. Comment transmettre aux enfants de la façon la plus légère fiscalement? J'ai l'habitude de dire aux personnes qu'on accompagne que vous avez quand même toute votre vie travaillé sur le revenu de votre travail. Vous aviez de la cotisation, donc de l'imposition. Quand vous aviez un revenu net défiscalisé, vous alliez consommer, et tout au long de votre vie, vous allez consommer avec une taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, vous avez déjà payé deux fois. À la fin de la vie, vous arrivez avec un petit pécule. Et si vous ne faites rien, grosso modo, pour simplifier les choses et simplifier la transmission, vous allez devoir verser 40 000 euros à l'État sur des patrimoines qui ont dépassé les niches que vous pouviez donner. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'optimiser cette retraite, pardon, d'optimiser cette transmission par des différents moyens qui sont soit l'assurance vie, qui est un excellent véhicule, soit l'immobilier, on en parlait tout à l'heure avec la donation en nue propriété, soit des revenus sécurisés, de la protection aussi, et vous pouvez, si vous avez envie, mais là on est dans une autre démarche plus philanthrope, des legs et des donations. Donc, en conclusion, tout ce que je vous ai dit est résumé dans cette slide avec les trois phases de constitution et les différents éléments que vous pouvez trouver par phase de constitution. Nous avons après reçu au mois de avril, pardon, nous avons reçu Maître Céline Imbert, avocate à Aix-en-Provence, et qui nous a éclairé sur un point qui est aussi très très peu connu des copropriétaires, le bail commercial, le fameux bail commercial qui souvent, pas souvent, c'est toujours a été proposé par l'achat, en général en VFA. C'est l'exploitant qui vous a donné un bail, vous n'avez jamais eu trop la possibilité d'aller challenger les différents articles. Donc vous héritez d'un bail commercial sans trop savoir quelles sont vos latitudes et surtout quels sont les éléments de ce bail. Donc vous avez un exploitant unique, lui a une position de professionnel, il a une position aussi d'éclatement dans une copropriété de résidence de service, vous avez souvent 100 personnes. 100 personnes qui habitent toute la France, qui sont assez loin du bien immobilier. C'est pas comme si vous y viviez dedans et que c'était votre résidence principale. Et puis, vous êtes très, très souvent mal armé par rapport à tout ça.
Et Céline Imbert nous avait parlé d'un rapport de force inversé vis-à-vis de la location traditionnelle. Donc vous avez un bail commercial qui, avec quelques éléments, est constitué entre un bailleur, c'est vous, et un exploitant preneur à bail, c'est un professionnel qui va gérer votre bien immobilier, qui va s'occuper de le faire fructifier en termes de location. En général, les baux sont sur des durées de 9 ans avec des possibilités de résiliation triennale. Et là, tout va dépendre de ce que vous avez comme article dans votre bail. Ensuite, vous avez un statut quand même qui protège plus le locataire. Locataire, dans ce cas, c'est votre exploitant, et qui est assez difficile à résilier. On avait des avocats qui nous disaient, c'est comme si vous aviez un petit peu un boulet au pied avec ce bail commercial qui est plutôt en faveur du preneur à bail. Il implique une activité commerciale effective, c'est la gestion de la résidence, c'est cet exploitant qui va gérer les entrées-sorties, que ce soit de l'étudiant, du tourisme ou du senior. Donc vous avez quelques obligations que nous avait expliquées Céline, les obligations, vos obligations et les obligations de l'exploitant. Donc vous, votre obligation, elle est assez simple, vous devez livrer un local conforme à la destination, vous devez assurer la jouissance paisible et vous devez garantir l'entretien des parties privatives, effectuer les travaux. Alors là aussi, conformément au bail, conformément au renouvellement de bail et tout ce qui a été signé au préalable avec l'exploitant. L'exploitant, lui, a une grande obligation, celle de vous payer un loyer. S'il ne le fait pas, il sera en faute. On en parlera un petit peu plus tard. Il aura comme deuxième obligation d'exploiter ce bien, conformément à la destination qui est prévue sur la résidence de service. Il donnera aussi quatre services pour avoir et maintenir le statut fiscal de l'MNP. Il entretiendra les lieux conformément au bail. Là-dessus, il y aurait beaucoup à dire dans le conformément au bail, puisque malheureusement, on assiste ces dernières années à beaucoup de dérives au niveau des exploitants qui ont tendance, pour des soucis économiques, à moins entretenir les résidences et vous avez après quelques petits soucis vis-à-vis de ça. Et puis s'il s'en va, il a aussi l'obligation de vous restituer le bien en bon état tel qu'il l'avait pris au départ. Donc, les clauses essentielles que l'on va analyser quand on travaille sur une résidence, quand on va travailler sur un renouvellement ou même sur un audit de bail commercial, on va aller regarder la durée du bail, on va aller surtout regarder la faculté de le résilier pour le locataire et pour le bailleur. On va aussi regarder l'indemnité d'éviction à la sortie. Si vous souhaitez sortir de ce cadre au bout de 9 ans, vous pouvez le faire en dénonçant le bail, mais en vous acquittant d'une indemnité d'éviction. Alors, l'indemnité d'éviction, elle est souvent mal comprise, puisqu'il faut que vous payiez une compensation à votre preneur à bail, parce que vous lui retirez en gros son outil de travail. Donc, dans certains cas, elle est assez lourde d'un point de vue économique. Et comme vous l'aviez vu tout à l'heure dans les slides de rentabilité, quand on est assez faible en rentabilité, vous allez ajouter un billet de 20 000 euros, 15 000 euros sur une clause résolutoire, vous déséquilibrez complètement l'architecture de ce bien. On a toujours la question de certaines personnes qui disent ça se calcule, oui. Par contre, attention, vous avez après, même si vous vous êtes acquitté de cette indemnité, vous avez souvent un lot unique ou quelques lots uniques dans une résidence de 100 lots qui sont gérés par un exploitant. Ça peut plus ou moins être facile dans certaines résidences. C'est plus facile dans l'étudiant, c'est plus compliqué en tourisme. Pourquoi? Parce qu'en tourisme, vous avez des infrastructures comme de la piscine ou d'autres infrastructures. Et là, l'exploitant vous dira, je suis désolé, la piscine, vous n'êtes pas dans le bail commercial, vos locataires ne pourront pas y accéder. Donc ça peut poser certains problèmes. On va aussi suivre tous les loyers et les indexations de loyers. Ça, c'est un vaste sujet. Est-ce que les exploitants indexent les loyers comme il est indiqué au bail? La réponse devrait être oui. La réalité est non. Il faut aller souvent leur tirer les oreilles. Il faut aller, pour certains, leur demander par écrit
parce que la déboire n'est pas là et ils oublient de le faire. Donc c'est un élément qui souvent est mal et oublié tout simplement par tous les bailleurs. Et le fait de l'oublier, ben, vous perdez de l'argent chaque fois que vous avez une indexation qui n'est pas appliquée. La clause recette aussi, c'est une clause que l'on a, qui a été débattue à la fois par Céline Imbert et aussi par Paul Després. La clause recette, et Céline dit souvent, c'est une clause un petit peu, c'est un miroir aux alouettes. On tente de vous faire croire que selon les résultats de la résidence, vous aurez un petit bonus à la fin de l'année. En général, ce bonus, vous ne le voyez jamais. Et Paul nous avait alerté sur la possibilité d'une reclassification fiscale avec cette clause recette. Donc, si vous avez des baux avec des clauses recettes, il faut bien lire comment cette clause recette a été rédigée. Et puis la partie la plus désagréable et souvent aussi la plus connue, la plus inconnue et méconnue, c'est les travaux. Peu de personnes achètent ce type de bien et savent qu'au bout d'une période de 9 ans, la vétusté de votre appartement sera avérée parce que c'est écrit dans votre bail et que votre exploitant viendra vous dire, ben, vous avez des travaux à faire. Alors, les travaux selon les exploitants et selon les résidences, ils vont être variables. Les plus bas travaux que nous avons pu voir en 10 ans étaient à peu près de 1500 euros juste pour de la peinture. Les plus hauts peuvent aller jusqu'à 15 000 euros. Tout dépend de ce que l'exploitant va vous demander de changer. Il est évident que quand, au bout de 9 ans, vous allez changer une literie, on va regarder les meubles, on va regarder l'équipement de la cuisine si vous avez une petite kitchenette. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros quand vous avez des loyers qui sont en moyenne entre 3 000 et 5 000, ça peut faire 3 années sur 9 où vous n'allez pas avoir de revenus, puisque 3 années, c'est le montant des travaux que vous allez avoir à faire au bout de 9 ans. Donc ça, cette partie-là, elle est très peu connue et elle vient souvent déséquilibrer la rentabilité de ce bien après les 9 ans du bail commercial. Donc, en conclusion, vous aviez un petit peu les pièges et les perles d'un exploitant et d'un bailleur. Donc, vous avez une répartition, vous voyez bien dans la balance. À gauche, vous avez l'exploitant. Il est plutôt avantagé et vous avez tous les bailleurs de l'autre côté. Donc, sur l'exploitant, vous avez souvent des répartitions assez douteuses sur les taxes et les travaux. Vous avez, malheureusement, on le voit tous les jours, de la surfacturation. Des ballons d'eau chaude à 1000 euros, on en voit. Si vous allez les acheter dans un centre de bricolage, vous les paierez jamais à ce prix-là. Mais comme les exploitants vous disent que ce sont des travaux dits d'urgence selon la loi Allure, eh bien, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent le ballon, ils vous envoient la facture directement et vous avez 800, 900, 1000 euros à payer. Ce qui, sur des loyers à 300 euros par mois, vous fait bien perdre 3 à 4 mois facilement de loyer. Et on a vu, alors certains exploitants sont assez transparents, d'autres sont très opaques. On a des difficultés à savoir si votre ballon d'eau chaude, parfois, est vraiment changé. Et donc, c'est ce que nous appelions tout à l'heure l'opacité de l'exploitant. Et vous avez aussi sur les parkings beaucoup de sujets sur les clauses de sous-location. Du côté des bailleurs, de votre côté, malheureusement, le commentaire qui revient, ce sont souvent des loyers sous-évalués. Vous avez des exploitants qui veulent faire de la marge, qui veulent faire des résultats. C'est normal, ce sont des entreprises. Donc, ils vont tirer un petit peu, ils vont vous pousser les charges, ce qui fait que vos loyers ne vont pas couvrir tout ça et sont souvent très sous-évalués. Et n'oubliez pas que tous les 9 ans, vous vous mettez autour de la table et que nous avons vu, par le biais de notre accompagnement en termes de renouvellement de baux, nous avons vu des exploitants demandant jusqu'à moins 40% de baisse de loyer uniquement sur un renouvellement de bail. Vous avez aussi cette clause résolutoire, pas facile de sortir, et vous avez l'imputation des paiements. Vous avez l'indexation qui n'est pas compris par beaucoup de personnes et qui souvent n'est pas du tout redemandée. Et vous avez cette remise en état dont je parlais.
Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de loyer, puisque, comme je le disais au début, vous êtes censé être sécurisé sur le paiement de cet investissement. On disait que sur 9 ans au moins du bail commercial, sur 20 ans de crédit, vous aviez la moitié qui était couvert. Quelquefois, vous avez des surprises. Les surprises, elles viennent de difficultés économiques de votre exploitant qui vous dit, j'arrive plus à payer, j'arrive plus à gérer, j'arrive plus à équilibrer les comptes, donc, messieurs, dames, il va falloir baisser les loyers. Ou malheureusement, on le voit aussi, on est en pleine assignation sur une résidence que l'on défend, vous n'avez plus de loyer depuis 2 trimestres et là, on va partir sur un commandement de payer. Donc vous avez une perte de revenus, quand vous êtes dans cette situation, vous avez une perte de revenus immédiate, perte de revenus, mais en face, vous avez les prêts bancaires si vous avez contracté un prêt bancaire qui, lui, continue. Donc, c'est pas facile, c'est des situations qui sont très, très difficiles et que l'on retrouve malheureusement aussi avec beaucoup de détresse au quotidien. Donc, c'est principalement ce qui se passe. Et si le loyer n'est pas révisé, alors oubli volontaire ou involontaire du locataire d'appliquer la clause d'indexation, là aussi vous avez une perte de pouvoir d'achat puisque vous ne récupérez pas ce que vous devriez récupérer sur vos loyers. Donc vous avez une perte de la valeur de votre patrimoine. Qui aussi est une difficulté si vous souhaitez revendre, puisque on le verra dans les slides suivants, le mode de calcul de la revente et le mode d'estimation de ce bien, vous avez aussi une difficulté à la revente. Et on le disait en dernier lieu, pensez toujours, toujours, parce que c'est quelque chose qui est peu connu, pensez à envoyer toutes les années la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec votre exploitant, parce que votre exploitant est votre locataire, et un locataire dans un bail commercial doit payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Là aussi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent l'avoir oublié ou ne pas le savoir du tout. On parlait de mauvais entretiens, donc là vous aviez une roue de la part de Céline Imbert sur qu'est-ce qui se passe quand votre exploitant n'entretient pas. Ben, vous avez un bien qui perd de sa valeur, des difficultés à reconduire le bail puisque vous allez avoir de plus en plus de travaux et des difficultés à financer ces travaux. Vous avez une perte du classement et vous avez des risques fiscaux associés, donc une baisse de l'attractivité de votre bien sur le marché. C'est la principale cause d'un non-entretien ou d'un mauvais entretien de la part de votre exploitant. On est chaque année aussi mandaté pour renouveler des baux commerciaux en phase d'exploitant, multiples et variés. Là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent chaque fois de la part des copropriétaires. Je veux sortir, je veux gérer mon bien, je ne veux déjà dans les conditions du renouvellement. Donc, sachez que vous pouvez ne pas renouveler votre bail et sortir si vous donnez congé 6 mois avant la fin du bail, mais vous devez vous acquitter de cette indemnité d'éviction. Votre preneur à bail peut faire la même chose. Donc là, vous avez, si vous n'avez pas de renouvellement, la loi dit que vous tombez en tacite prolongation, c'est-à-dire que ni vous ni lui ne se mettiez d'accord pour trouver un accord que vous allez signer sur les 9 prochaines années. Et là, dans le cadre d'une tacite prolongation, la principale cause de désagrément, c'est si vous avez la volonté de vendre, il est difficile de trouver des acquéreurs qui vont pouvoir se faire financer parce que les banques vont leur demander de la sécurité et en fait, vous n'avez pas de visibilité puisque à n'importe quel moment, les baux peuvent être rompus par les deux parties. Donc, il faut être très vigilant à ce moment, au moment des 9 années, au moment du renouvellement de bail. Il convient d'agir à plusieurs, de créer un petit groupe de personnes, d'aller parler les uns avec les autres, de s'impliquer dans la copropriété pour que vous soyez tous au même niveau de connaissance de ce que vous pouvez faire et surtout allez vous battre contre un exploitant qui aura tendance à diviser les personnes. Il est plus facile pour lui de faire passer un message à son avantage sur un lot de 80 personnes individuelles qui ne se parlent pas. Vous avez souvent des discours assez alarmants, assez anxiogènes. Donc vous ne parlez à personne, vous recevez un courrier qui vous dit en gros signez, si vous ne signez pas, vous aurez des problèmes. Et quand vous avez une méconnaissance de ce type, c'est plus facile de signer des choses qui sont en votre désavantage. Dès que vous vous mettez en groupe,
dès que vous avez accès à l'information et dès qu'il n'y a plus qu'une voie pour aller parler à votre exploitant, je peux vous dire que les choses changent et changent très rapidement. Donc, ce que nous faisons au niveau de l'association, et Céline Imbert en est la première actrice, c'est qu'on relie votre bail commercial, donc par le biais d'une avocate. Vous avez ainsi les points forts et les points faibles de votre bail pour pouvoir négocier et repartir sur une période de 9 ans. Imaginons que vous ayez des articles dans ce bail qui, au bout de 9 ans, sont relus par une professionnelle et qu'ils sont mis en évidence. Vous aurez la possibilité d'aller challenger votre exploitant pour essayer de changer les choses. Ensuite, on a aussi un service de contrôle de l'exploitant. Dans certains cas, nous avons malheureusement des exploitants à risque et nous les mettons sous contrôle avec Maître Imbert, contrôle juridique. Elle a accès à des plateformes que le commun des mortels n'a pas accès. Donc, on peut savoir à n'importe quel moment ce qui se passe d'un point de vue juridique sur votre exploitant et ce qui permet quand même d'anticiper pas mal de choses, notamment un redressement judiciaire, par exemple. Le dernier point que nous avions à évoquer avec Céline Imbert, c'était le moment de négocier. Donc, on l'a dit au niveau du renouvellement et aussi au niveau de la revente. Beaucoup de personnes se disent quand est-ce que je peux revendre, quel est le meilleur moment. En général, on avait aussi dans un autre webinaire découpé les trois périodes de 9 ans en vert, orange et rouge. Les 3 premières années du bail commercial sont des années favorables à la revente. De 3 à 6, vous offrez moins de visibilité à un acquéreur. On commence à passer à l'orange. Et dans la dernière partie du bail, autant dire que là, vous n'êtes plus sûr de rien, puisque vous allez vous retrouver face à l'exploitant. Votre acquéreur va vous dire, j'ai pas de visibilité. Et quand on vous dit, j'ai pas de visibilité, j'ai du risque, la traduction est immédiate. Je veux plus de rentabilité. Donc, votre acquéreur vous demande plus de rentabilité sur le bien et mathématiquement, en vous demandant plus de rentabilité, je vous l'expliquerai plus tard, vous perdez en prix net vendeur. Voilà pour la partie légale. Je vais boire un petit peu. Nous avions eu au mois d'avril un webinaire qui était très attendu par beaucoup de personnes parce que c'est un webinaire qui a permis d'éclairer sur l'estimation du bien commercial, du bien immobilier sous bail commercial qui malheureusement, très souvent, trop souvent, est amalgamé avec l'immobilier classique. C'est-à-dire qu'on a des copropriétaires qui détiennent des biens sous bail commercial et qui vont aller voir sur le net quelle est la valeur d'un bien. Sauf que sur tous les sites où l'on va estimer un bien immobilier, en général, ce sont des sites d'estimation de biens immobiliers classiques. Donc, pour vous expliquer, sur un bien sous bail commercial, nous avons une méthode dite de rendement pour estimer la valeur du bien. Et sur un bien en immobilier classique, on est sur une méthode dite comparative. Vous allez vite comprendre la différence. Méthode comparative, on prend les 3 années de vente dans la rue, le quartier dans lequel vous détenez le bien. On va avoir un prix moyen au mètre carré. À cela, on va ajouter toutes les prestations de la résidence. Là, je parle bien d'immobilier classique. Est-ce que votre bien est au rez-de-chaussée? Est-ce qu'il est au dernier étage? Est-ce qu'il est au second étage? Est-ce qu'il est orienté sud, etc. Ce qui va donner des points d'attractivité sur votre bien. Et avec tout ça, on va obtenir un prix au mètre carré. Vous allez savoir exactement quel est le prix moyen au mètre carré de votre bien immobilier. Et vous avez en général en immobilier 3 fourchettes, une fourchette basse, une fourchette marché et une fourchette haute. Si vous voulez le vendre vite, il faudra se mettre en fourchette basse. Si vous avez un délai moyen, vous serez dans le prix marché. Et si vous avez le temps et que vous êtes joueur et que vous voulez aller plus haut, vous irez dans la fourchette haute. Comparé à l'immobilier classique, l'immobilier sous bail commercial ne s'estime pas de la même façon. L'estimation d'un bien sous bail commercial se fait uniquement sur le calcul de rentabilité locatif que vous allez offrir à un acquéreur. Je disais tout à l'heure, une rentabilité brute. Cette rentabilité brute, maintenant, depuis plus de 5 ans qu'on accompagne certaines personnes dans la vente, on a vu cette rentabilité brute progressivement être en demande de hausse et un marché qui demandait de plus en plus de rentabilité. Je me souviens, les premiers accompagnements qu'on avait pu faire à Lyon,
on était sur des acquéreurs qui se positionnaient avec une volonté d'aller acheter un bien à 3,5%. Aujourd'hui, malheureusement, on est sur des acquéreurs qui ne regardent pas vos lots si on n'est pas à 4,5, voire 5%. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Il s'est passé plusieurs choses qui expliquent ce glissement de rentabilité. La première des choses, c'est que vous avez eu une crise Covid qui a fait que les promoteurs se sont retrouvés avec beaucoup, beaucoup de lots invendus en neuf et que malheureusement, les lots, le stock leur coûtant de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un petit peu bradé tout ce qui était immobilier neuf et donc ils ont offert de plus en plus d'attractivité en faisant ce que l'on appelait le triple net. Triple net, ils vous ont payé vos charges locatives, ils vous payent la taxe foncière. Donc, vous n'avez quasiment, si vous vous souvenez le petit entonnoir, vous avez quasiment plus de charges. Et donc, ils ont mis un bien immobilier très, très agressif sur le marché, comparé aux biens de seconde main. Donc ça a été un élément assez important qui a fait que ben, on est passé de 3,5% demandé à 5%. En passant à 5%, votre prix net vendeur a diminué en 5 ans. Et puis le deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure, c'est un élément plus politique, c'est les lois de finances, et c'est un gouvernement qui n'aime pas la fiscalité et la défiscalité immobilière, et qui a tendance à tirer un petit peu à boulet rouge sur le LMNP. Donc de fait, le bien sous bail commercial en LMNB est aussi un petit peu plus risqué aux yeux des acquéreurs. Ces deux points font que vous avez une rentabilité qui a baissé en 5 ans. J'avais, lors de ce webinaire, présenté un bien dans une rue identique avec des éléments de comparaison, c'est-à-dire que sur la gauche, vous aviez un bien sous bail commercial et la ville était Toulouse. Donc j'avais pris une résidence que nous gérions à l'époque avec de vrais loyers, de vraies charges et de vraies taxes foncières. Donc là, vous aviez des revenus à 5 000 euros, vous aviez des charges à 360 euros, une taxe foncière à 417, ce qui faisait des revenus bruts à 4 400 euros. Vous aviez des frais de commercialisation qui nous menaient à 5,88. On était sur un exploitant, je vous avais parlé de 5, là on était à 5,88 parce que l'exploitant était assez mal coté et vous aviez un calcul de 59 000 euros de prix net vendeur pour ce type de bien sous bail commercial. Dans la même rue, dans le même quartier, vous aviez un bien en habitation traditionnelle, et là, vous aviez une estimation de l'ordre de 103 000 euros, c'est-à-dire qu'il y a un très, très gros delta entre les deux. Donc ça, c'était assez important de à la fois vous expliquer la méthode dite de rentabilité et la méthode dite de comparaison, et de vous le prouver par des chiffres. Nous avions ensuite reçu Maître Caroline Plachevalier, notaire à Aix-en-Provence, qui vous avait parlé là d'un élément assez important dans le cycle d'investissement que nous avons pu voir, c'était la transmission et c'était anticiper cette transmission. Donc anticiper la transmission par rapport au vieillissement, par rapport à votre vieillissement, par rapport à la dépendance et par rapport à tous les imprévus que vous pouviez avoir. Elle vous avait parlé d'éviter la tutelle imposée, on va le voir dans la slide suivante, tout en préservant l'harmonie familiale et garantir la continuité de la gestion de votre patrimoine. Elle vous avait dit quelques mots sur le mandat de protection future, mandat qui est très très peu connu, qui en quelques lignes, j'ai extrait, ça permet d'organiser, si vous avez une perte de capacité de discernement à n'importe quel âge, hein, ça peut arriver à 40 ans, vous êtes automatiquement basculé sur un juge des tutelles. Le mandat de protection future vous permet d'organiser votre propre protection par le biais de l'avoir décrite au préalable. Donc elle n'entre en vigueur qu'en cas d'incapacité à discerner et elle désigne dans un document notarié un proche ou un professionnel, vous pouvez définir les deux, qui va gérer certaines parties de votre vie et vous pouvez aller dans le détail de comment voulez-vous que votre vie soit gérée s'il vous arrive quelque chose. Tout cela est sous le contrôle du juge, mais le gros avantage du mandat de protection, c'est que le juge ne vous connaissant pas, ne part pas d'une feuille vierge, c'est-à-dire que vous avez émis des souhaits qu'il va écouter, lire et mettre en application. Si vous ne le faites pas, vous êtes immédiatement dans le cadre de la tutelle, et là, ben, le juge décide pour vous avec ce qu'il a comme information, et souvent, il a peu d'informations.
Vous avez le même mandat qui est un mandat post-mortem qui assure, lui, la gestion temporaire du patrimoine après le décès. Là aussi, elle vous avait donné des explications sur l'utilité de le faire en présence d'enfants mineurs et ça garantit la continuité après la succession. Donc, on avait aussi parlé des outils de transmission, puisqu'on a dit aussi qu'à un moment, il était intéressant de voir comment on pouvait optimiser cette transmission. Donc, elle vous avait donné quatre axes principaux, la donation, avec la partie usufruit ou pas, le testament, l'assurance vie, le pacte du trail, les SCI, le démembrement de copropriété, de propriété, pardon. Donc, ce qu'elle recommandait, c'était combiner à la fois la protection, vous protéger et transmettre. Pensez à vous protéger avant de transmettre pour que la transmission soit la plus simple et la plus efficace. Adapter le mandat dont elle faisait référence à votre structure personnelle et à votre structure de patrimoine. Anticiper toutes les conséquences fiscales, familiales de cette transmission à venir. En général, on se pose toujours la question de quel est mon capital, que ce soit actif financier ou actif immobilier, et qu'est-ce que va coûter la transmission de mon capital, de ce capital, à mes enfants si je disparais, si mon épouse disparaît ou si nous disparons tous les deux. Il faut aussi mettre à jour régulièrement son dispositif et regarder s'il n'y a pas d'événements qui changent dans votre vie. Elle nous avait parlé de son rôle à elle. Donc, le rôle du notaire, c'est l'analyse globale de cette situation familiale et patrimoniale pour pouvoir vous conseiller sur cette transmission, des conseils personnalisés et surtout impartiaux vis-à-vis d'un notaire, sécuriser les actes juridiques dans le cadre de cette transmission. Si vous faites une donation partage, vous pouvez la faire et vous devez la faire face à un acte authentique chez un notaire et le notaire vous suit dans le temps par rapport à vos évolutions et vos évolutions familiales. En résumé, elle nous avait dit, anticiper, c'est ne pas subir un vieillissement ou ne pas subir les éléments de la vie, se protéger soi-même, mais aussi protéger les siens, et transmettre dans la paix et la clarté, parce que dans beaucoup de familles, la transmission après la donation est souvent un moment où il y a malheureusement beaucoup d'éclatements par rapport à des problèmes d'argent. Et elle nous posait la question, est-ce que vous avez anticipé? Chaque situation là est vraiment très particulière et unique. La situation de Monsieur X n'est pas la situation de Monsieur Y. Il y a à chaque fois des solutions qui existent et qui sont personnalisées, simples, efficaces. Il suffit de comprendre où on est et où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, n'attendez pas la vie que la vie décide à votre place, c'est-à-dire qu'il soit trop tard parce que vous n'avez rien fait. Et elle nous disait que le plus beau cadeau à faire à sa famille, c'était de tout prévoir avant pour qu'il n'y ait pas ces frictions, ces conflits dont on parlait tout à l'heure. Voilà le rôle du notaire. Maintenant, ma voix est presque au niveau de zéro. J'ai le plaisir ce soir, malheureusement les autres experts n'étaient pas disponibles ce soir, mais j'ai le plaisir d'avoir convié aussi Magali et je vais volontiers laisser Magali faire le résumé de sa présentation, comme ça je vais m'économiser un petit peu la voix pendant quelques minutes. Tout à fait, merci, avec plaisir. Je reviens donc sur quelques slides qui ont alimenté la dernière webinaire dans laquelle j'ai présenté les différents champs d'intervention du cabinet que j'ai créé. Donc moi, j'ai un parcours bancaire puisque j'ai fait un petit peu plus de 20 ans. Hein. Maintenant, on est à 25 ans dans le monde bancaire où j'ai eu différents postes, que ce soit de la direction d'agence, donc plutôt typé clientèle patrimoniale et particulier. Et ensuite, ma deuxième partie de carrière en banque, je l'ai faite sur le marché des professionnels avec plusieurs agences à gérer et différents dossiers à valider ou pas. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé depuis 2021 de créer mon cabinet indépendant tout simplement pour redonner la place que le client mérite dans ce partenariat client-banque et surtout également pour redevenir acteur de sa propre stratégie bancaire. Donc ça, c'était la première slide. Ensuite, on avait donc justement le rôle du cabinet qui peut être amené par moment à se perdre au travers des différents cabinets de courtage traditionnels sur les financements et de se dire bah, qu'est-ce qui fait la différence entre aller voir le cabinet Altema et le cabinet Lambda qui propose du courtage en financement particulier. Ben, en fait, c'est que nous, on ne va pas se limiter tout simplement à
un simple projet qu'il faut financer. Ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment de faire un état des lieux sur les relations aujourd'hui que vous avez avec votre partenaire bancaire, savoir quelles sont les conditions que vous avez et est-ce que ce que vous avez mis en place potentiellement il y a quelques années est toujours en adéquation avec votre vie d'aujourd'hui et surtout vos projets futurs ou vos devoirs de règlement futurs. Et en fait, l'objectif, c'est véritablement de faire un audit qui va nous permettre de nous positionner et de temporaliser les différents investissements à prévoir. L'objectif, c'est simple, c'est vrai qu'on le met souvent en avant, c'est vraiment un rééquilibrage dans le rapport que vous allez avoir avec votre banque et surtout dans l'adéquation de vos projets à venir et votre possibilité aujourd'hui. On précise évidemment, j'ai envie de dire tout le temps, que nos financements, c'est du sur-mesure. Bien sûr qu'on utilise les différents montages à notre disposition, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intervient sur différents secteurs, que ce soit du professionnel, du particulier, et toujours dans la bienveillance sans qu'il y ait de jugement. On est vraiment là pour vous éclairer. Moi, je suis vraiment là pour vous mettre à profit ma connaissance des coulisses du monde bancaire. Et ça, c'est bien de le souligner parce que Oui. on ne connaît pas ce qu'il y a derrière le rideau et souvent on hésite à les demander, on se dit qu'on ne peut pas demander, mais on se rend compte que quand on demande, on obtient et on obtient des choses insoupçonnées. Exactement, que ce soit dans la négociation sur même votre partenaire bancaire, on va dire traditionnel et initial, hein, celui qui vous suit depuis de nombreuses années. Donc on a un petit peu des fois l'intérêt de faire un petit point sur justement cette relation. Mais aussi le deuxième point, c'est pour arrêter de temps en temps de subir. J'ai de plus en plus de clients qui aujourd'hui deviennent fatalistes alors que non, il y a de nombreuses solutions. Il faut savoir que tous les partenaires bancaires ne proposent pas tout à fait la même gamme et de temps en temps de faire un audit, sachant que je travaille avec tous les partenaires de la place, bah, nous permet de découvrir aussi d'autres horizons qui peuvent souvent dénouer des situations parfois délicates. Donc on sert également à ça en toute impartialité aussi. Alors, on continuait avec justement les trois items proposés au sein même du cabinet Altema. Le premier item, vous l'avez compris, c'est l'accompagnement sur le financement, que ce soit un financement pour des particuliers ou des professionnels. Donc, on regarde la faisabilité, puis après, on optimise les montages et on va défendre vos intérêts, que ce soit dans les conditions tarifaires, mais également sur les garanties exigées du financement. Le deuxième pilier va porter sur les assurances, assurances qu'on oublie parfois, c'est-à-dire qu'on fait souvent un focus sur le taux nominal de votre prêt, c'est-à-dire le taux qui n'est pas encore impacté par les frais annexes, que ce soit les assurances, les frais de dossier ou les frais de garantie. Or, on s'aperçoit qu'il y a de grandes économies à faire sur les assurances, à garantie équivalente minimum, bien sûr, mais il faut savoir que les banques aujourd'hui, margeant de moins en moins sur les financements, vont un petit peu alourdir le coût lié aux assurances. C'est ce qu'on appelle les contrats groupes. Et j'invite vraiment un grand nombre à ne serait-ce que demander au sein de mon cabinet ou autre, peu importe, mais un état des lieux sur différentes simulations au travers d'autres assureurs, puisque vous avez le droit, sachez-le, lorsqu'il s'agit d'un prêt immobilier, principalement particulier, de pouvoir changer votre assurance au bout d'un mois. On n'est plus dans l'obligation d'attendre au minimum une année, non. Au bout d'un mois, on peut tout à fait changer pour des garanties au minimum équivalentes. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et enfin, le dernier, c'est celui sur lequel on avait fait un focus lors du webinaire. Il s'agit des rendez-vous conseils. Les rendez-vous conseils, je présume qu'on va le présenter sur la slide qui suit. Voilà. Euh, voilà, c'est parfait. Bon, alors ça, bien sûr, on l'a dit, hein, pourquoi nous confier votre recherche bah, tout simplement pour nos trois valeurs qui sont la transparence,
que ce soit sur la tarification, la faisabilité de votre dossier et surtout notre intégrité. Parce que moi, je suis ancienne banquière, hein, donc je suis restée banquière, je me présente comme une banquière externe. L'écoute et la disponibilité, parce que aujourd'hui, justement, c'est du service sur mesure. Et enfin, tout ça appuyé par l'expérience de 25 ans dans le secteur bancaire et avec on va dire, la maîtrise quand même des différents échanges que j'ai avec tous les partenaires de la place. Donc, pour faire un focus sur le rendez-vous conseil et se dire quand est-ce qu'on peut être amené à solliciter le cabinet Altema pour un rendez-vous conseil, eh bien tout simplement, c'est un petit peu tout le temps, j'ai envie de dire, puisque c'est le système du banquier externe. Vous avez un projet, vous savez pas quelle enveloppe vous pouvez y allouer. C'est ce qu'on appelle une enveloppe, un calcul d'enveloppe d'investissement. Nous, on va vous calculer votre capacité d'endettement et la capacité que votre foyer ou vous-même avez la possibilité d'allouer à un futur projet. Une deuxième possibilité, c'est du coup quel impact ça va avoir sur votre budget. Bien, écoutez, on va aller véritablement analyser l'incidence sur votre endettement, mais pas que, également sur votre capacité d'épargne, parce que l'un et l'autre sont souvent liés. On va également analyser la structuration de vos différents investissements et comme l'a expliqué Eric au préalable, donc on travaille, vous l'avez compris, tous les partenaires en osmose, chacun dans son expertise. Vous avez différentes périodes de constitution de patrimoine. Et souvent, on peut être amené à avoir une période où on va vouloir faire des investissements, mais on est un petit peu freiné parce que quelques années avant, on a un petit peu cumulé différents investissements. Eh bien, il y a une possibilité de restructuration. Ça, on l'analyse au travers d'un regroupement patrimonial qui va nous permettre de dégager une nouvelle capacité qui va permettre de continuer à consolider le développement du patrimoine. Je vous l'ai dit au préalable, mais bien entendu, nous intervenons également sur les audits des assurances de vos prêts, toujours dans un souci de garantie au minimum équivalente et un gain au niveau des coûts de celui-ci. Et enfin, la relation bancaire. Pourquoi on fait un focus là-dessus? Parce qu'on a de plus en plus de clients qui font appel au cabinet également pour externaliser parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper et puis parce qu'ils ne savent pas si les prêts que leur propose leur partenaire traditionnel est amené à être dans de bonnes conditions. Mais surtout aussi pour se dire, bon, ça fait 30 ans qu'on est fidèle ou 20 ans qu'on est fidèle au même établissement bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas installé dans une routine qui fait que notre partenaire bancaire fait peut-être un petit peu moins d'efforts pour nous gagner? Et l'intérêt de passer aussi par un cabinet externe, ça replace le client à l'endroit qu'il mérite. Et de fait, même le banquier le banquier qui suit le client depuis une vingtaine d'années comprend qu'il faut vraiment qu'il fasse une offre attractive pour son client fidèle et le remercier de cette fidélité. Et on l'avait prouvé lors du webinaire sur deux exemples, mais bon, il y en a beaucoup plus bien sûr, euh, où en fait, en restant même dans la banque traditionnelle, on était amené à gagner sur le coût global du projet une dizaine de milliers d'euros par l'intervention du cabinet en comparatif à la première proposition qu'avait reçue le client de sa fameuse banque détentrice depuis plus de 20 ans de la relation. Donc, en fait, vous l'avez compris, les rendez-vous conseils, un petit peu comme tous les partenaires experts d'Unicopro présentés en amont, on est là pour vous accompagner lorsque vous avez des problématiques, des sujets, des envies ou des projets et que vous souhaitez avoir le regard impartial et bienveillant d'un professionnel de l'activité. Et puis on peut rappeler aussi que les premiers rendez-vous, puisque ça a été un petit peu des opportunités, les Bien premiers sûr, rendez-vous se sont construits par rapport à des demandes de copropriétaires avec un exploitant qui n'était pas très coté sur le marché secondaire. tout à Et fait. on était et on rencontrait au quotidien des gens qui devaient, parce que et souvent ils étaient associés à des accidents de la vie. Dans les accidents de la vie, je mets les divorces, les veuvages, etc.
associé dans un accident de la vie avec un besoin impérieux de vendre, sauf que l'exploitant était un petit peu moins coté. On vendait avec un prix net vendeur qui ne couvrirait pas le montant du prêt, donc le capital restant Exactement. dû. Et là, on a vu passer au début des personnes qui nous disaient, je ne sais pas comment faire, ou alors je pense que je vais faire comme ça, mais c'était un petit peu des décisions prises par rapport à ce qu'elle pensait. Et on s'est Ouais. rendu compte qu'en allant écouter et surtout Magali conseiller ces personnes, on avait des dossiers qui étaient largement plus favorables pour les Bien personnes sûr. qui, en plus, avaient cette double peine de devoir ajouter de l'argent sur des biens qu'elles devaient vendre. Donc Exactement. ça a été les premiers rendez-vous que Altema a pu faire. Et ces rendez-vous ont été couronnés de succès et les personnes ont été très très contentes. Non, non, mais j'en suis ravie, mais c'est complètement ça en fait. Nous, on est là pour apporter des solutions, pour l'analyser et pour vous expliquer toutes les possibilités, les différents panels de solutions à votre disposition. Et ce qu'on comprend tout à fait, moi je fais ça du matin au soir. Pour le coup, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de vous informer un maximum sur les différentes possibilités ou pistes de réflexion de financement et souvent sur des choses pour lesquelles on ne communique pas beaucoup dessus, mais des solutions, il y en a. Il ne faut en fait, j'ai envie de dire, jamais rester coincé pour plein de raisons, parce qu'on n'ose pas en parler, parce que différentes choses. Non, il faut prendre un rendez-vous, mettre à plat et justement essayer de regarder quelles sont les pistes de réflexion qu'on va pouvoir être amené à envisager, à calculer, est-ce qu'elles sont réalisables. Et souvent, on est surpris, en effet, des solutions qui existent, mais qu'on ne connaît pas. Et il n'y a rien de plus frustrant que de passer à côté d'une solution plutôt que de subir justement une situation, pour le coup, dans ces cas-là, qui est désagréable parce qu'on ne s'attend pas en faisant un investissement à devoir continuer à payer un prêt pour lequel on n'a même plus le bien. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre à plat tout ceci. Le rendez-vous conseil, en quelques mots. Alors, comment ça se passe? C'est simple, on fait une première visio qui est gratuite pour les adhérents du NicoPro. Au terme de cette visio, je vous envoie un email qui recense les différentes pistes de réflexion abordées lors de cette visio. Et suite à ceci, en fait, je vais être amenée à vous proposer un diagnostic personnalisé, ce fameux rendez-vous conseil avec la roue et les différents impacts, que ce soit sur votre endettement, enfin, tout ce dont on a parlé. Généralement, le tarif, donc, il est adapté en fonction du volume de vos sociétés, si vous en avez plusieurs ou le reste, mais le tarif de base est à 150 euros. Si vous êtes d'accord pour faire cet audit personnalisé, je vous envoie une lettre de mission. À réception de celle-ci signée, je procède à l'audit et je vous fais la restitution par visio, donc seconde visio, sur lequel vous serez propriétaire du coup de l'audit que je vous aurai calculé en fonction de votre problématique. Et enfin, sachez-le, si vous le souhaitez et si dans une des pistes de réflexion, nous avons un financement à envisager et que vous le confiez au cabinet, les 150 euros que vous aurez réglés pour le rendez-vous conseil seront déduits du mandat de recherche en financement. Ok. Et pour conclure, Pour conclure, vous l'avez compris, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous faire bénéficier de mon expérience de connaissance des coulisses du monde bancaire. Aujourd'hui, vous êtes un client, vous n'êtes plus un numéro dans cette masse de clients bancaires. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez maître de vos choix, de vos décisions sur les montages, sur les différents projets que vous souhaitez porter. Et l'objectif, c'est vraiment de retrouver cet équilibre avec votre partenaire bancaire et que ce rapport soit beaucoup plus d'égal à égal. Bien entendu, on le précise toujours, mais véritablement, on l'insiste de plus en plus avec Eric dans nos visios. On intervient avec bienveillance, il n'y aura jamais de jugement, peu importe ce qui s'est passé à un moment donné. Nous, on est là pour analyser une situation, mais surtout pour vous trouver des pistes de réflexion et des solutions.
L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous permette de pouvoir répondre à vos besoins. Et puis voilà, nous arrivons, merci beaucoup Magali, nous arrivons à la fin Avec de... plaisir. Merci de m'avoir permis d'économiser ma voix pendant quelques minutes. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation. Alors je vous l'avoue, elle était très très dense puisqu'elle reprenait d'énormes sujets. Donc j'espère que tout a été clair. J'ai essayé de sortir les moments principaux. Comme on le fait par habitude, je vais arrêter le mode de présentation et on va vous laisser la parole si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires. Qui est le premier qui souhaite s'exprimer? Alors, je crois aussi, Émeric, qu'il y avait des questions sur le chat. Toc, toc, toc. Là, Non, non, c'était je... plus des commentaires. Donc, Ah, c'est bon. on n'avait pas de questions particulières. Euh, Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour une première question? C'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Alors, je précise aussi, pour les personnes qui veulent pas parler, parce que des fois, on a des personnes plus ou moins timides, vous pouvez aussi écrire vos questions par le biais du chat. J'ai l'impression que ce soir, soit c'est ma voix qui a été soporifique, soit ce sont les explications qui étaient d'une clarté extraordinaire, mais ça serait bien la première fois que nous n'ayons aucune question. Alors, c'est monsieur Carton, je ne sais pas si vous me voyez, Stéphane Oui, Carton. bonsoir Vous Stéphane. voyez? Oui, Ouais, bon, nous, on se connaît déjà depuis peu, mais déjà, je voudrais vous remercier pour la présentation, ce best-of qui m'a pas mal éclairé, qui à la fois m'a fait déprimer sur ma situation, mais à la fois m'a donné espoir sur ce que je peux faire. Mais bon, voilà, c'est jamais fini. Voilà, on a des bonnes personnes en face. Vous avez montré votre expérience, en tout cas sur ce webinaire, donc c'est rempli d'espoir pour moi. J'ai pas de questions, mais voilà, je tenais à vous remercier et je pense enfin, pour vous, Eric, c'était sûr, mais je pense que même Vidoni, merci. Merci on va être beaucoup Stéphane. on va être amené à se voir. Je l'ai pas précisé. Merci beaucoup, Stéphane. Je l'ai pas précisé, mais c'est important. Comme je le disais en tout début, le webinaire est enregistré, il sera disponible demain en replay. Et surtout, ce soir, on parlait bien d'un extrait de tous les webinaires de Mm. l'année. Et je tenais à vous dire que tous les webinaires ont été enregistrés et sont disponibles par le biais de notre chaîne YouTube. Donc, si il y a un des sujets que j'ai évoqués ce soir, alors d'une façon très raccourcie et synthétique, bien sûr, on va parler, par exemple, je prends n'importe quel exemple, l'exemple de la partie légale avec Maître Céline Imbert. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube l'intégralité du webinaire avec Céline Imbert. Voilà, bah, c'est tout pour moi, hein, du coup, hein. Merci beaucoup. Tu as une autre question, ouais. Oui, une question sur le renouvellement du bail à Biot. On a pris un petit peu de retard hier, j'étais avec Maître Imbert, on a pris un peu de retard, on va revenir vers vous cette semaine. On est prêt pour lancer le renouvellement de Biot. D'autres questions? Eh bien, si nous n'avons plus de questions, je voudrais célébrer avec vous ce dernier webinaire. La voix y est plus, mais on va le célébrer quand même. Je voulais vous remercier à toutes et tous pour votre fidélité tout au long de cette année. Donc, on clôture cette année avec ce petit best-of. J'espère qu'il vous a plu sur le contenu. Je vous dis que l'année prochaine, on sera dans la même lignée, donc on continuera les webinaires. Et on est en train de préparer encore plus je dirais, de possibilités d'accompagner, puisque on se rend compte que l'accompagnement est la clé. On vit dans un monde où il faut tout savoir. Si vous savez pas, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, on a au fil des années démontré que cet accompagnement était vertueux, intéressant et qu'il rendait service. Donc, on a bien envie d'aller dans la même direction pour le futur. Donc, vous aurez rendez-vous en tout début d'année 2026 avec de nouveaux webinaires, de nouveaux sujets, de nouvelles aventures avec Unico Pro. Et bien sûr, bah, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je pense à la résidence
de côté Canal et la résidence Nova Park à Bron, ben, on va se revoir même avant Noël pour de nouvelles étapes. Ces deux résidences sont des résidences où on doit renouveler le bail commercial, donc moment clé du cycle d'un investissement comme celui-ci. Et puis on espère qu'on va faire de l'excellent travail pour vous. Alors si vous regardez le livre blanc de l'association, vous verrez que les années précédentes, on a relativement bien négocié les baux, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse pas mieux pour vous. Donc on fait au moins la même chose, sinon mieux. Et voilà ce qu'on peut se souhaiter. Comme c'est le dernier webinaire, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année et encore mille merci pour votre suivi, votre soutien, parce que sans vous, l'association n'existerait pas. Sans adhérents, nous ne serions rien. Voilà, ça sera mon Merci à mot de vous la fin. également. Je Merci. remercie les personnes qui me soutiennent au quotidien, mon conseil d'administration, Michel qui est avec nous. Du coup, nous, on a perdu nos cheveux depuis ces années. On a la même maladie, c'est à force de trop s'inquiéter. Florence n'est pas avec nous, on a Floriane qui est avec nous, qui est aussi au conseil d'administration. Floriane que vous voyez passer beaucoup sur tous les dossiers administratifs, que ce soit les procédures à Juvignac et pour côté Canal et Nova Park, vous aurez très rapidement des contacts avec Florian et Emeric qui m'aidait ce soir un petit peu plus technique, à la technique. Michel, tu voulais dire quelque chose? Non, non, du tout. Suite à ton intervention, je me suis dit, ne serait-ce que ce soir, nous venons d'horizons totalement différents, d'une part sociaux, professionnels, mais également géographiques, hein. Enfin, Exactement. géographiques. On parle je dirais, à la France, n'est-ce pas? Et on a même des étrangers comme toi qui Oui, sont... Alsace, Voilà. Alsace. On arrive à se comprendre, On hein. arrive à se comprendre. Imaginez quand même un Provençal et un Alsacien au quotidien, ce que ça peut donner. Voilà, c'est agréable en tout cas. Mille merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez de très très belles fêtes et à très bientôt à tout le monde. Au revoir. Merci. Au Au revoir, revoir. merci Merci Eric. beaucoup, au revoir.